chacune et chacun d'entre vous de remplir cet amphi. En même temps, c'est un événement important pour l'Université internationale de Rabat, de pouvoir à la fois rendre compte d'une nouvelle enquête que nous menons au LEPO-SHS, le laboratoire d'études politiques et de sciences humaines et sociales, et de recevoir des chercheurs venus d'Europe et d'Afrique pour parler des questions migratoires et de gouvernance internationale. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'avoir Hervé Lebras, professeur émérite et professeur aussi extrêmement connu en France, plus de 300 articles scientifiques, des dizaines de livres, qui prend part souvent au débat public. Sur les questions de population, de démographie et aussi sur les questions de migration. Ici, il ne s'agit pas de faire une introduction longue. Le but, c'est d'avoir une conférence inaugurale pour lancer notre forum académique intitulé Migration internationale et est-ce que c'est une question de gouvernance mondiale, comment, pour le dire autrement, mieux gouverner les migrations internationales, et nous le voyons avec l'actualité brûlante, avec les drames, notamment en Libye mais ailleurs, combien la question de la migration aujourd'hui nécessite une meilleure interdépendance des nations et de changer de paradigme, une autre façon de les gouverner. Donc M. Lebras nous donnera une conférence inaugurale qui fera le panorama des questions migratoires aujourd'hui, à quel point le désir de changer de pays, à quel point le désir de bouger est au plus fort aujourd'hui au XXIe siècle, et que contrairement à ce qu'on pense, les questions de murs, de frontières sont aussi une forme de gouvernance qui permet de filtrer, notamment de filtrer les compétences. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Hervé Lebras, que je remercie de sa présence, et je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup d'abord à cette magnifique université que j'ai commencé à parcourir, aussi à Mehdi Alioua qui m'a fait signe pour prononcer cette conférence, et aussi à Jean-Noël Ferrier qui m'a accueilli dans cette très belle salle de conférence. Je vais essayer dans à peu près 3 quarts d'heure je ne peux pas dire dresser un panorama des migrations, ça serait trop ambitieux, des migrations internationales actuelles, mais essayer de se centrer sur, au fond, 2 points qui étaient dans le titre. Un, au fond, qu'est-ce qui est en train de changer, quelles sont les nouvelles formes de migration et quelle est la raison de ces nouvelles formes. Puis 2, sur la question des possibilités de la gouvernance. Je sais que c'est un thème qui est très important pour vos centres de recherche, mais c'est aussi, je pense, je serai amené à montrer, un thème très difficile dans un champ comme celui des migrations. J'essaierai de cerner quelques-unes des difficultés dans un second temps. Je vais faire appel à, comme souvent, à pas mal de slides, comme disaient les Américains, d'images, mais c'est vraiment des images, hein. Vous n'aurez rien à lire ou pratiquement rien, c'est ou des graphiques ou des cartes. Hein. Il me semble que c'est beaucoup plus facile de les montrer plutôt que de les décrire, donc c'est la raison pour laquelle j'utiliserai ce dispositif. Alors, c'est celui-là, je pense, j'espère. Si ce n'est pas celui-là, voilà, donc c'est le titre. Et je vais commencer par un exemple. Alors, ne croyez pas que je sois trop franco-français, mais de temps en temps, forcément, il y aura des exemples français. Le premier va être français, mais assez rapidement, j'élargirai la vocale. Voilà une courbe qui est tirée des données de l'INSEE, on peut y accéder facilement, et c'est le solde vous voyez, j'ai mis solde des immigrés, c'est-à-dire c'est année après année en France, quel est le surplus de l'immigration sur l'émigration, sur les entrées, sur les sorties,
et des entrées sur les sorties. Alors, pour des raisons de mesure, des immigrés en général, mais pas tous, ce sont des étrangers. Vous savez que la France a une définition bizarre de l'immigré qui est personne n'est étrangère à l'étranger. Donc un certain nombre, pratiquement 40% des immigrés en France ont la nationalité française. C'est une des bizarreries. Donc il y en a quelques-uns là-dedans. Mais vous voyez que ce solde, vous voyez qu'on est dans les 150 000. Les chiffres sont plus des ordres de grandeur, étant donné, j'y reviendrai, les difficultés de mesure de la migration internationale. Mais vous voyez quand même une chose, c'est que, bon, contrairement à beaucoup de discours que vous entendez, ça ne bouge pas beaucoup. C'est quand même... Alors, si je vous montre ça, c'est parce qu'il y a les immigrés, mais après tout, les Français bougent aussi, donc il y a aussi un solde des Français. Et là, c'est assez intéressant. Vous voyez la courbe du bas, c'est le solde des Français. Ce n'est pas simplement les départs, c'est ce qui résulte, c'est les arrivées moins les départs. Et vous voyez que c'est un solde très négatif. Autrement dit, vous avez une forte proportion, vous avez en fait à peu près chaque année depuis la crise de 2008, un déficit de 110 000 personnes, alors c'est 1000 personnes nées en France, parce que c'est ce que je vous ai dit à propos des immigrés, donc on pourrait dire aussi non-immigrés, puis il y a un tout petit cours pour être totalement exact, c'est des Français nés à l'étranger, mais on peut l'oublier. Et donc, vous voyez que d'une part, vous avez ces arrivées de personnes au fond nées étrangères, et puis de l'autre part, un départ en termes de solde, et quand vous, des personnes qui sont en fait nées, et même nées françaises en France. Et voilà le solde total. Vous voyez la dernière courbe, vous allez la voir apparaître, hop, et regardez, alors c'est un ordre de grandeur, vous voyez, il est un peu au-dessous de 50 000, il y a une réestimation actuellement plutôt autour de 60 000, mais pas bon, c'est pour un ordre de grandeur, vous voyez d'abord qu'il est très petit et qu'il ne bouge pas, et que ce très petit, au fond, il est le résultat de deux mouvements inverses, il y a un départ au fond de Français, et puis il y a une arrivée étrangers. Donc, c'est le mot que je voulais prononcer, il y a une circulation, c'est-à-dire que trop souvent le mot immigration a été pris dans le sens on part d'un pays, on arrive dans un autre, puis on y reste toute sa vie. Mais non, de plus en plus, on circule à l'échelle mondiale et d'ailleurs, si j'ai mis les soldes, c'est parce que en fait, il résulte d'entrées et de sorties. Donc, dans le solde des immigrés, il y a nettement plus d'entrées que de sorties, dans le solde des Français, nettement plus de sortie que d'entrée, mais les deux soldes sont vraiment importants et c'est eux qui fabriquent ce solde total qui est très faible. Donc quand vous connaissez l'émotion en France soulevée par l'immigration et que vous voyez l'ordre de grandeur de ces chiffres, il y a quand même de quoi être un tout petit peu étonné et de se rendre compte qu'on est dans un domaine, au fond, où l'imaginaire l'emporte, et c'est hélas le cas très souvent, sur la réalité. Je sais bien que les chiffres, c'est pas très drôle, ça recouvre une telle variété de situations que c'est extrêmement abstrait, mais quand même, c'est le seul moyen d'avoir une vision un peu générale d'un pays. C'est une vision sommaire, mais vous voyez que cette vision générale va à l'encontre de la plupart des discours qui sont tenus sur l'immigration dans mon pays. Alors, pourquoi est-ce que les Français partent? J'élargis d'un seul coup, et puis on va arriver au Maroc, rassurez-vous, mais pourquoi est-ce qu'ils partent? Parce qu'il y a un fort désir, et Mehdi il a fait allusion dans son entrée, il y a un fort désir de migrer. Et là, c'est une enquête européenne dans chaque pays, c'est des euros, ça s'appelle des eurobaromètres. Dans chaque pays de l'Union européenne, on a interrogé les personnes sur leur désir de migrer dans un autre pays. Alors, c'est très vague. Il y a des données, dans un livre que j'ai fait récemment, il y a des données plus précises qui ont été recueillies cette fois-là par une grosse institution américaine dans le monde entier où on précise. C'est notamment une question sur est-ce que vous avez déjà commencé des préparatifs pour cette migration-là. C'est un migré en général, mais si vous voyez les chiffres, si c'est pas trop loin, vous voyez que dans le plus rouge, dans les pays nordiques, dans les pays baltes, c'est plus de 30% de réponses positives. Vous vous rendez compte de l'effectif de migrants que ça représenterait si vraiment la réalité s'ajustait au désir.
Et ceci pour vous dire qu'on décrit très souvent le désir de migrer comme étant le fait des pays du Sud, c'est aussi le fait des pays du Nord. Alors, on va voir où veulent-ils migrer, mais en tout cas, ils pensent qu'au fond, ils ont une vision relativement positive de la migration, qui est aussi fabriquée par le langage. J'aurais dû le dire juste avant dans les graphiques précédents, mais quand on est dans un pays européen, on appelle ceux qui arrivent des immigrés. Et puis, les nationaux qui partent, on les appelle des expatriés. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes personnes. Hein. L'expatrié français qui arrive au Canada, les Canadiens l'appellent un immigré. Il n'y a pas de différence. Donc, il faut se méfier dans un cas, et on verra peut-être une raison de au fond, de cet usage du vocabulaire. Dans un cas, il y a un terme qui est souvent connoté négativement, et dans l'autre cas, un autre terme positivement, avec une sorte d'espoir. Expatriés, c'est qu'ils vont revenir. Hein. Mais beaucoup d'entre eux ne reviendront pas, beaucoup aussi reviendront, mais c'est la même chose au Sud, beaucoup ne reviendront pas, et puis beaucoup aussi reviendront. De ce point de vue-là, il y a une assez grande symétrie. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a aussi ce désir de migrer? Parce qu'il y a de plus de communication entre les pays. Et là, j'ai mis la part de la population, toujours dans le même sondage, la part de la population qui a des liens avec une personne à l'étranger. C'est un élément très important de la migration. On rejoint quelqu'un de sa famille, ou quelqu'un de son entourage, ou quelqu'un de... si on est d'un monde rural, de son village, où on sait du moins, sans vraiment le rejoindre, qu'il va vous aider à préparer la migration. C'est un fait très ancien de la migration. On a calculé que pour les migrations transatlantiques qui avaient lieu au XIXe siècle, entre l'Europe et les États-Unis, la moitié des Européens qui arrivaient à Ellis Island avaient un contrat de travail en poche. Ils n'arrivaient pas comme ça, n'importe où, poussés par la misère qui régnait, parce qu'il y avait de la misère en Norvège ou bien même en Suisse, mais ils allaient rejoindre, ils avaient un contact important. Alors les contacts maintenant, c'est d'un autre type, il n'y a pas simplement ces contacts-là, mais il y a aussi, et là je passe à quelque chose qui va me rapprocher du but, il y avait aussi, il y a maintenant un nombre important de personnes qui étudient à l'étranger ou qui passent au moins quelques mois à l'étranger, ce qui est plus que d'avoir un contact. Là, il y a vraiment une familiarisation et puis bien sûr des contacts. Et vous voyez que c'est très important dans les pays les plus en vert foncé. C'est plus de 15% des personnes qui ont étudié au moins, alors je me souviens bien, c'est au moins 4 mois à l'étranger. Et même dans les pays dans les verts plus clairs, vous voyez que c'est au moins 10%. Alors il y a des pays où il y a beaucoup plus faible, mais c'est des pays qui étaient, mettons la Roumanie, c'était des pays de l'Est, où il était très difficile pendant longtemps de sortir du pays et d'étudier à l'étranger. Donc cette question des étudiants devient une question qui est tout à fait importante pour la migration. Or, ce qui s'est produit, et c'est peut-être une des plus fortes mutations qui est connue l'ensemble de la planète au cours de la dernière génération, c'est la montée en puissance de l'éducation. L'éducation qui était, quand je dis éducation, je devrais dire de l'éducation supérieure même. Parce que l'alphabétisation, bien sûr, s'était développée plus anciennement, pas complètement, mais quand même très largement, mais surtout, c'est maintenant l'extension énorme des études supérieures. Et quel rapport avec la migration? Très important, parce que quand vous avez un diplôme, vous pouvez voyager avec lui très facilement, ça ne prend pas de place. Alors il faut qu'il soit reconnu par le pays où vous allez atterrir. Et même s'il n'est pas reconnu, il y a un diplôme un peu inférieur qui sera reconnu. C'est vrai que c'est triste à dire que les médecins de beaucoup de pays qui arrivent au Canada, on leur dit, on ne reconnaît pas votre diplôme, donc vous pouvez, mais vous savez, c'est très simple, vous pouvez refaire vos études. Alors, vous voyez, ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Et puis, beaucoup, au fond, terminent ou du moins trouvent une profession plus paramédicale, ou par exemple d'infirmier. Mais
c'est des médecins, c'est aussi, ça les anime, ils ont fait des études, ils ont la volonté que leurs enfants fassent des études, ils rendent au fond une sorte de revanche sociale. Et d'ailleurs, au Canada, c'est devenu un problème. Les enfants d'immigrés réussissent nettement mieux que les enfants de Canadiens, pour cette raison, toute simple. Donc il y a un rapport fort. En revanche, si vous êtes un agriculteur assez pauvre, qui a un petit troupeau, quelques champs et une ferme, un bâtiment, bah, c'est plus difficile pour lui de migrer, il faut qu'il abandonne le tout. Il ne va pas migrer avec sa ferme, ses champs et ses troupeaux. Donc il y a quelque part, le fait de l'éducation a changé la donne profondément à l'échelle du monde. La donne de la migration, elle rend facile, ou assez facile a priori, la migration. On peut se déplacer et elle le rend d'autant plus facile que c'est une formule que j'emprunterai à quelqu'un qui avait fondé et dirigé le Migration Population Center à l'Université européenne de Florence, qui est le centre de l'Union européenne qui s'occupait des questions de politique migratoire. Philippe Fabre disait dans les années 70, on migrait pour faire survivre sa famille. Actuellement, on migre pour se réaliser. Et on migre pour se réaliser parce qu'on a acquis des compétences à l'université, dans des écoles spécialisées, donc on veut mettre en œuvre ces compétences, et si on n'arrive pas à les mettre en œuvre sur place, ben, on va chercher d'une manière ou d'une autre à les mettre en œuvre en dehors de son pays. Pour vous donner un exemple de cette tendance, la France publie un rapport chaque année qu'elle donne au Parlement sur l'immigration, et elle donne pour l'ensemble des migrants qui retiennent des immigrants qui ont une carte, qui reçoivent une carte de séjour, elle a leur niveau d'éducation. Eh bien, dans les dernières statistiques d'il y a 2 ans, 65% des personnes qui ont reçu une carte de séjour en France avaient un bac ou plus, c'est-à-dire ou un niveau universitaire, 65%. Et quand on prend le chiffre pour... alors vous me direz, oui, mais il y a les Chinois. Il n'y a pas beaucoup de Chinois, c'est vrai qu'ils étaient à 80%. Mais les Marocains sont à 65%, donc c'est pas du tout réservé à des pays qui ont peut-être qui sont plus éloignés ou qui ont un développement plus rapide ou qui viennent d'Europe. Donc il y a vraiment là-dedans une poussée éducative dans les migrations. Alors cette poussée éducative, ben, elle est possible à cause de l'extraordinaire augmentation, croissance du nombre d'étudiants. Et là, je vais entrer dans votre pays, puisque j'ai regardé quel était, dans les annuaires de l'UNESCO, quel était, alors il y a l'UNESCO donne le nombre d'étudiants année par année depuis 1971, et puis j'ai regardé, on a la population aussi du Maroc, bien sûr facilement, depuis cette date-là. Donc là, j'ai mis le pourcentage d'étudiants dans la population totale au Maroc de 1971 à 2015. Vous voyez qu'on démarre, on est à peine à 2 pour 1000, 0,2%, même un peu moins. Et puis on arrive, on est à 2,5%. Et c'est la proportion, c'est le nombre a encore plus augmenté puisque la population a augmenté. Donc c'est une mutation énorme, et cette mutation énorme, vous venez de voir, a des conséquences inévitables sur la migration, sur le désir d'immigrer, sur la possibilité de migrer, mais de migrer, je ne dis plus d'immigrer, hein, de migrer, donc au fond de circuler, qui est le mot qui me paraît maintenant le plus juste. Alors, est-ce que le Maroc est très loin ou est très proche d'autres pays? Regardez l'Italie. C'est intéressant, vous avez doublé en proportion d'étudiants, vous avez doublé l'Italie. Alors, bien sûr, c'est possible aussi parce que vous avez plus de jeunes que les Italiens. Donc, il faudrait entrer dans le détail, mais ça veut dire que, ça y est, on est à des niveaux comparables. Alors, comme je suis français, j'ai regardé pour la France, qui va être un peu au-dessus, bien sûr. C'est bon, on est dans les mêmes zones. Regardez le point de départ, vous voyez que la France, mettons, elle part d'un peu plus d'un 5%, puis elle arrive à 3-5%, c'est un doublement. Mais vous, c'est une multiplication par pratiquement 20,
c'est tout à fait... Là, il y a un changement absolument énorme. Vous voyez aussi autre chose qui peut-être tempérera la montée très forte que vous voyez actuellement au Maroc. C'est que vous voyez qu'en France comme en Italie, d'ailleurs j'aurais pu prendre d'autres pays, tout s'arrête, du moins la progression s'arrête dans les années 95. Vous voyez qu'il y a une montée forte. Alors cette montée forte est d'ailleurs au fond relativement liée dans les pays européens à la crise de 74. Parce qu'à partir de ce moment-là, le chômage monte, et comme le chômage monte et que plus on est diplômé dans les pays européens, moins le chômage est important, à ce moment-là, les jeunes se précipitent vers les études pour éviter le chômage. Donc il y a une très forte jusqu'en 95, puis arrivé vers 95, quand il y a un blocage parce que les études n'apportent plus, au fond, ne portent plus les espoirs qu'on avait mis en elles, ne permettent pas d'obtenir la position à laquelle on était préparé par ces études, parce que l'économie ne bouge pas. On ne peut pas changer les structures économiques aussi rapidement qu'on a changé les structures éducatives. Puis parce que aussi, une fois j'étais devant un aéropage, dans une réunion avec des chefs d'entreprise français, et je leur ai dit, bah oui, c'est aussi parce que vous n'avez sans doute pas suffisamment modernisé votre appareil de production. Là, j'ai failli me faire sortir, à vrai dire. Mais les deux sont vrais, il y a eu un afflux, et puis il y a aussi un blocage des structures. En tout cas, vous voyez que désormais, cette montée de l'éducation signifie qu'on va avoir une démigration de plus en plus forte de personnes diplômées, et à l'échelle, j'ai pris ces exemples, mais on sent bien que c'est vrai dans le monde entier. Alors, quel est peut-être encore un peu en descendant d'un cran le mécanisme sous-jacent? Je vous l'ai mis ici parce que, alors je vais essayer d'expliquer ce que j'ai mis ici. Je me suis penché cette fois-là carrément sur où allaient les étudiants des différents pays. Alors, on a des données qui sont publiées par l'UNESCO, qui sont d'assez bonnes données. Il y a des données fragiles de l'UNESCO, mais là c'est d'assez bonnes données, et j'ai simplement regardé pour un certain nombre de pays quels étaient les 5 flux principaux. Et on arrive au fait que c'est des flux très concentrés. En fait, la migration se produit surtout, alors elle se produit vers ces pays, mais surtout, ce qui est important de voir, c'est que ce groupe de pays, qui est un assez petit groupe, vous voyez, il doit y en avoir 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ces 12 pays, au fond, on peut dire trust les migrants, les étudiants étrangers. C'est eux qui se spécialisent. Et j'avais regardé même des pays comme, par exemple, comme la Russie, qui pourtant est un pays important, n'arrive pas à appartenir à ce club. La Russie draine des étudiants qui viennent des anciennes républiques de l'URSS, de l'Union soviétique, mais pas plus, et encore même certaines d'entre elles se dirigent, par exemple, dans le cas des républiques d'Asie centrale, vers des pays comme la Turquie ou même l'Arabie saoudite. En revanche, ce groupe compact de pays migre entre lui, et il est en train, et c'est la conséquence de tout cela, et que plutôt le fait qui est derrière tout cela, une meilleure façon de le dire, c'est que il y a à l'échelle mondiale une sorte de hiérarchie qui se construit pour les métiers de diplômés, et il se trouve qu'il y a une très bonne statistique de l'OCDE qui permet de s'en rendre compte, qui permet de comprendre le mécanisme qui est à l'œuvre, et je vais essayer de vous la commenter. L'OCDE, alors l'OCDE c'est les pays dits développés, hein, bon. Là encore, on peut regarder quelle est la définition. Mais enfin bon, prenons ces pays, et plusieurs d'entre eux sont inscrits ici. Et l'OCDE a regardé comment se répartissaient les médecins dans ces pays. C'est-à-dire comment ils se répartissaient selon leur lieu d'exercice, là où ils étaient médecins, et leur lieu de naissance. Donc c'est de la migration. Hein, c'est-à-dire, c'est même la manière dont, d'ailleurs, au niveau international, on mesure l'immigration. On regarde combien de personnes résident dans un pays
qui n'est pas leur pays de naissance. Quand vous voyez le chiffre, il y a 280 millions de migrants dans le monde. Vous avez dû entendre, dans le monde entier, vous avez dû entendre ce chiffre assez souvent. Alors, certains s'imaginent que c'est dans l'année que ça se passe. Non, non, non. C'est 280 millions, c'est l'ensemble dans le monde entier des personnes qui vivent dans un pays différent de celui où ils sont nés. Voilà la définition. Mais ils peuvent être dans ce pays-là depuis 80 ans. Hein. C'est un stock. Et ça comprend aussi, par exemple, on compte là-dedans des Ukrainiens qui sont nés en Russie. Mais à l'époque, l'Ukraine et la Russie étaient ensemble. Donc si vous voulez, il faut relativiser. C'est pas non plus 180 millions sur 4 milliards d'habitants, c'est pas gigantesque. Mais là, on a fait la même chose pour les médecins. Alors c'est pas non plus, c'est assez important pour les médecins. On est au-delà des 3% de migrants à l'échelle mondiale. On est plutôt autour, dans certains pays, de 10 à 15%. Et ce que j'ai fait ici, j'ai regardé, l'OCDE a donc fait un tableau de lieu de naissance, tous les pays qui sont ici, et puis le lieu de résidence. Et j'ai mis une flèche quand il y avait un solde positif, c'est-à-dire quand vous voyez la flèche qui va, par exemple, je vais prendre un exemple qui est pas trop aigu, de l'Irlande vers la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire qu'il y a plus de médecins nés en Irlande et travaillant en Nouvelle-Zélande que de médecins nés en Nouvelle-Zélande et travaillant en Irlande. Alors, vous direz, bon, c'est peut-être normal quand même, la Nouvelle-Zélande est un peu un pays d'immigration anglo-saxonne. Mais ce qui est remarquable, c'est quand vous regardez la figure, les flèches sont toutes orientées dans le même sens. C'est-à-dire, je n'ai pas mis les flèches intermédiaires parce qu'elles sont toutes. Si par exemple il y a la Finlande, la Suède, la Suisse, eh bien, vous voyez que les médecins finlandais vont plutôt vers la Suède, les médecins suédois plutôt vers la Suisse. Eh bien, les médecins finlandais, eux, vont aussi plus encore vers la Suisse et plus encore vers le Canada. Autrement dit, alors les mathématiciens disent c'est un ordre complet. Il y a une seule petite exception, mais c'est pas grand monde. Vous voyez qu'il y a une flèche de la Suisse vers le Portugal. Là, c'est toujours le mystère de la statistique. J'imagine que, bon, peut-être que le soleil du Portugal a pu les encourager, ce qui serait bon d'ailleurs aussi pour le Maroc. Ça prouve que c'est un atout pour faire venir des médecins. Mais la suite le dira. Mais vous voyez, c'est absolument frappant. Autrement dit, maintenant, vous voyez que ce que je vous ai montré au tout début pour la France, de cette circulation, ça s'inscrit dans un mécanisme qui me semble est de plus en plus le mécanisme de la mondialisation. C'est-à-dire que des personnes quittent un pays pour aller vers un pays souvent mieux coté, et du coup d'autres viennent aussi. Donc alors, je ne vais pas prononcer le mot remplacement, parce que c'est un mot qui en France est devenu détestable. C'est un mot qui est employé par l'extrême droite pour faire croire qu'il y a une population autochtone qui va être remplacée par une autre, ce qui est complètement ridicule. Je pourrais m'étendre là-dessus, j'ai ferraillé contre les tenants de cette soi-disant théorie du grand remplacement. Mais il y a, par exemple, dans le cas des médecins, c'est très clair, on voit en France qu'un certain nombre de médecins français sont partis exercer au Canada notamment, mais aussi en Suisse, et qu'inversement, des médecins originaires, par exemple du Liban, ou bien même des médecins originaires d'Italie ou d'Espagne, ou bien des pays du Maghreb, se sont installés en France. Donc on est pris, chaque pays maintenant est à la fois un pays d'émigration et d'immigration. Mais quelque part, si vous voulez, comme ceux qui partent vont plutôt vers un pays un peu au-dessus dans la hiérarchie, c'est eux qu'on appelle les expatriés, c'est bien. Et puis comme ceux qui arrivent viennent d'un pays un peu moins dans la hiérarchie, ça c'est les immigrés, c'est moins bien. Vous voyez comment la mécanique se transforme en idéologie. En même temps, c'est une mécanique inquiétante. Et vous voyez que tout arrive vers les États-Unis. Quand on pense à qui est à la tête des États-Unis actuellement, il y a de quoi frissonner, si vous voulez. C'est pas totalement rassurant. On voit aussi que des pays, justement, comme le Canada et l'Australie, sont très bien passés. C'est aussi, d'ailleurs, des pays qui ont beaucoup misé sur l'accueil des étudiants. Et sur l'Australie est maintenant le 3e pays au monde, je crois, comme derrière les États-Unis et l'Angleterre,
en termes d'accueil des étudiants étrangers. Et il y a une politique australienne, notamment, c'est des universités qui sont payantes en Australie, mais de façon à ce que le prix que doit payer annuellement l'étudiant soit concurrentiel, pousse l'étudiant à préférer aller en Australie plutôt qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Donc il y a là-dedans, il y a l'idée même que carrément c'est un business de fabriquer des étudiants. Donc vous voyez comment cette nouvelle forme de migration s'amorce. Alors je vais passer à la seconde partie de mon exposé qui sera plus problématique parce que c'est cette question de gouvernance, cette question de maîtrise des migrations, et je vais plutôt, sans être pessimiste, quand même décrire quelques-uns des obstacles. Alors d'abord, je vais commencer par des questions plutôt statistiques, puis j'y reviendrai ensuite sur des questions qui sont des questions politiques. Alors, une première question, c'est, après tout, oui, la migration, il y a une peur démographique d'un certain nombre de pays, parce que d'autres pays ont une croissance très forte. Là, vous avez un exemple de ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est publié par la Division de population des Nations Unies, c'est les taux de fécondité dans le monde. Alors au centre, le pays champion de la fécondité, dont nous avons un représentant ici, voilà, qui n'aide pas, c'est le Niger. Donc je vais servir d'exemple, mais en même temps, c'est là qu'il faut faire attention. Vous voyez que pratiquement la planète est en train de bleuir, c'est-à-dire d'avoir des fécondités faibles presque partout. Les grands pays comme vous voyez, le Brésil maintenant est à 1,7, la Chine depuis longtemps est à 1,6, l'Inde doit être à 2,3. C'est quand même des changements très très importants qui se sont produits. Et au fond, il reste, je vais employer un mauvais terme pour les migrations, mais il reste des hotspots de la fécondité. Il y en a deux. Vous voyez que c'est la partie de l'Afrique qui est comprise entre les deux tropiques. Et encore pas toutes, mais quand même assez largement. On voit que ça s'éclaircit déjà sur le golfe de Guinée. On voit que l'Afrique du Sud n'en fait plus partie. L'Afrique du Sud est à 1,5, si je me souviens, 2,4 enfants par an. Donc un peu plus que la croissance, mais pas beaucoup plus. Et puis, il y a un autre spot, mais alors là, calculer la fécondité en Afghanistan, je n'ai pas vu quelle méthode était appliquée, mais quand même, je pense qu'elle est quand même forte. C'est intéressant aussi parce que on voit qu'au fond, les deux zones, c'est pas les seules, mais quand même, ces deux zones de forte fécondité sont des zones, justement, où il y a des troubles importants pour différentes raisons. Je ne vais pas faire une causalité immédiate, mais c'est quand même assez frappant d'un point de vue géopolitique. Alors, prenons le cas du Niger, justement, pour cette question, et la question va être, est-ce qu'on peut prévoir les migrations? Donc certains disent, avec la fécondité du Niger, il va s'en produire des migrations énormes. Voilà, effectivement, là, je vous ai mis la croissance de la population du Niger de 1950 à 2100. Alors, comment je sais ce qui se produira en 2100? Moi, je ne sais pas, mais les Nations Unies et la division de la population qui s'occupe de cela, apparemment, ils savent, c'est leur hypothèse moyenne. Alors c'est fait, il y a des très beaux calculs par derrière, hein, je ne les conteste pas. Quand même, il y a de quoi être un tout petit peu inquiet. Là. Vous voyez qu'on démarre à 3 millions, on est à 20 millions aujourd'hui, et on devrait atteindre un peu plus de 180 millions en 2100. C'est la projection moyenne. J'aurais pu vous montrer la projection haute. Alors là, vous imaginez que ça aurait encore été plus. Donc, quelque part, on se dit, mais ça va être difficile pour le Niger de nourrir 180 millions d'habitants. Comment faire Alors, j'ai regardé parce que pour faire des projections de population, comme ils l'appellent, ce n'est pas des prévisions, des projections. On emploie le mot projection parce qu'on n'est quand même pas très sûr que ça sera des vraies prévisions. Donc on dit projection, ça veut dire on prolonge. Et enfin, on prolonge en changeant d'un certain nombre de la mortalité, la fécondité et les migrations. Donc j'ai regardé quelles étaient les migrations qui étaient prévues, le solde migratoire du Niger, tel que prévu par les Nations Unies, par la division de la population, dans ses bureaux à New York. Et bien voilà, c'est ça. Alors, en nombre absolu,
en nombre annuel d'individus. Oui, c'est ça, j'ai pas dit que c'était des nombres annuels. Oui, j'aurais dû mettre solde migratoire annuel. Vous voyez que c'est très modeste, hein, et que ça s'améliorera. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Vous aurez, selon les Nations Unies, actuellement, le solde négatif du Niger, c'est 5000 personnes. Donc il y a un peu plus de 5000, ou 5000. Il y a un peu plus de 5000 personnes du Niger, en plus, qui quittent le Niger que celles qui arrivent. Bon. Et puis vous voyez que ça s'améliore, donc il n'y a pas à s'en faire. Alors ça sera plus que 3000 arrivés en 2100. Quand même, alors, il y a une chose intéressante sur laquelle je reviendrai en fin de parcours, qui est, vous voyez, il y a une sorte de cisaillement. Dans les années 75, bon, il y a eu une avancée, il y a une crise de pluviosité, il y a eu une sécheresse terrible dans ces années-là, donc il y a eu une migration qui a eu lieu, mais vous voyez aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un retour. Et ça, c'est important dans les discussions qu'on a actuellement sur le climat. Il ne faut pas oublier que dans un cas, cette fois-là, comme, et je ne dirais pas les réfugiés, un mot, mais les déplacements climatiques, il y a un attachement très grand des personnes qui sont déplacées pour des raisons climatiques et qui en reviennent en assez grande partie. Mais ceci dit, ça m'apparaît quelque part délirant, une prévision de ce genre-là, et c'est l'organisme qui est quand même considéré comme la référence en matière de projection. Alors voilà, en termes, cette fois-là, de sol migratoire pour 1000 habitants. Alors, vous voyez, là, il n'y a plus personne, là, le sol migratoire du Niger devient pratiquement nul, arrivé très vite, arrivé bien sûr tout à la fin. Donc, tout ceci pour vous dire, je n'ai pas d'opinion, c'est pas moi qui vous dirai autre chose, je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas de moyens supplémentaires que ceux dont dispose la division de la population, mais le résultat tel que je lis me paraît quelque part assez délirant. Il montre qu'il y a une incapacité sans doute de prévoir un phénomène comme la migration. J'ai pris le cas du Niger, je ne veux pas du tout accabler ou bien faire porter des remarques sur son représentant. J'aurais pu dire la même chose de la plupart des pays du Sahel. Donc, la même chose aussi de la République démocratique du Congo, mais c'est un cas assez différent. C'est quand même un très grand pays avec des très grands moyens. Donc, la question est peut-être un peu différente pour l'Afrique équatoriale. Pour vous donner un autre chiffre, c'est aussi pour dire, quand on vous bassine avec la croissance mondiale de la population, la surpopulation et tout ça, en fait, quand on regarde actuellement, un quart de la croissance de la population mondiale se produit dans la zone entre les deux tropiques de l'Afrique. Donc c'est déjà quelque chose de local. Et dans la prévision des Nations Unies pour 2050, les 3/4 de la croissance seront dans cette zone-là. Donc la question, au fond, de la croissance démographique, de la bombe population, comme l'avait appelé Paul Ehrlich, n'est plus une question mondiale, c'est une question régionale. Et donc, au fond, sa solution, si solution est nécessaire, devrait être pensée en termes régionaux. Et ça, à mon avis, ce n'est pas impossible, ce n'est pas non plus actuellement des populations très très importantes. Donc, peut-être s'il y avait un plan mondial, il devrait porter sur cette zone-là, préférentiellement. Alors, est-ce que cette question de prévision, je vais vous la montrer sous un autre angle. Je vais vous montrer deux petits exemples, comme quoi c'est très difficile. Je travaille contre mon métier principal de démographe, hein, donc, mais il faut savoir de temps en temps s'autocritiquer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai recherché, les Nations Unies font des projections de population depuis 1963. Donc j'ai recherché quelles étaient les projections qu'elles avaient faites. J'ai pris deux pays. Le premier, ça va être l'Iran. Voilà l'Iran. Alors vous voyez que chaque couleur vous montre, vous voyez les années en dessous, hein, jusqu'en 2050, puis vous voyez les projections qui sont faites. Alors chaque couleur, c'est une projection d'une année. Par exemple, là, vous voyez qu'en 1968, c'est bleu clair, donc on était prudent. En 1968, on prévoit jusqu'en 1985. Hein, donc, Puis ensuite, on s'enhardit. Vous voyez qu'en 1990, on prévoit jusqu'en 2025, c'est la courbe bleue. Puis
en 1994, on prévoit jusqu'en 2050. Et regardez quand même la différence. Vous voyez qu'en 1994, on est persuadé que l'Iran va atteindre 180 millions d'habitants arrivé en 2050. Mais 10 ans plus tard, ce n'est plus que 100 millions. Et 16 ans plus tard, on descend, c'est 85 millions. C'est officiel, vous pouvez le consulter, vous pouvez reprendre les fascicules. Donc, alors, en même temps, c'est pas non plus de la faute des statisticiens et des démographes, c'est parce que au début, jusqu'en 1985, la fécondité en Iran, c'est 6 enfants et demi par femme. Puis tout d'un coup, en 85, ça diminue. Et puis ça diminue si vite qu'arrivé en 2005, c'est 2 enfants. Et actuellement, c'est 1,7 enfants par femme. Un pays qu'on décrit, son régime islamique et tout ça, vraiment très traditionnel, très traditionnel. Il passe de 6,5 à 1,7. C'est en 20 ans, il fait plus que la France en 200 ans. Pas si mal, quoi. Et alors, pas si mal si on pense que la baisse de fécondité est une bonne chose. Enfin, globalement, 6,5 enfants, c'était un peu, je pense, déraisonnable. Mais, alors on me dirait, mais pourquoi les statisticiens n'en ont-ils pas tenu compte? Et parce qu'un statisticien, c'est un métier où il faut, comme les chiffres ne sont pas très sûrs, on attend qu'ils se vérifient, si vous voulez. Ça prend un peu de temps. Les virages, c'est comme quand vous êtes avec un très gros camion, ça prend du temps à tourner, si vous voulez. Donc, alors là, ça a pris du temps, puisqu'il a fallu près de 20 ans pour qu'on admette que la fécondité avait vraiment baissé de façon durable en Iran. Parce qu'on disait, oui, c'est une chute temporaire liée à la guerre de l'Irak, liée à ceci, liée à cela. Mais non, c'était un changement définitif. C'est aussi pour dire, après tout, ça peut arriver au Niger, c'est arrivé en Iran, c'est pas le même pays du tout, mais personne ne s'attendait à ce que ça arrive en Iran. Vous voyez qu'en 94, puis c'était aussi, on montre le spectre de l'Iran, si vous voulez. C'est quand même, là, il devait y avoir les Américains qui étaient enfermés dans leur ambassade, et tout. Donc, qu'est-ce que ça va être avec 180 millions d'Iraniens, un peu irascibles, là, ça va être dur à gérer tout ça. Bon. Là, bon, ça se calme un petit peu, la population. Alors, est-ce que c'est parce que l'Iran est un pays du Sud? Mais non, regardez ce qu'on fait en France. J'ai fait la même chose pour la France, avec l'INSEE, parce que l'INSEE envoie ses projections à la division de la population, qui fait des remarques, qui les modifie un peu, ça se passe de façon fort civile, on harmonise. Mais regardez, alors, on était encore à l'époque du baby-boom, en 1963, c'est la même règle. Chaque fois, chaque ligne représente une projection faite à la date qui est indiquée. Par exemple, tout en haut, celle de 2010, vous voyez, qui démarre, elle est faite justement un peu avant 2010 quand même, et puis elle va jusqu'en 2050. Et vous voyez que dans un premier temps, 1963, 70, 73, on est encore dans la suite de ce que les Français ont appelé le baby-boom, les Européens d'ailleurs. Donc il y a l'idée, oh ça va augmenter, puis on arrivera à ce que Michel Debré appelait les 100 millions de Français. Bon, et ça se garde à partir de 1975, la fécondité a un creux. Alors c'est pas la fécondité, c'est la natalité qui a un creux, ça serait trop long à expliquer. Mais vous voyez que du coup, on s'ajuste, pas tout de suite, mais vous voyez qu'en 90, en 94, l'INSEE et les Nations Unies prévoient qu'en 2050, il y aura 61 millions de Français. Et puis, la natalité remonte. Alors là, en 2004, on commence à s'en rendre compte, oui, ça remonte. Et puis, en 2010, ça y est, l'enthousiasme, on monte, alors là, ça sera 73 millions. Donc vous voyez qu'en l'espace de 16 ans, on passe d'une prévision de 61 millions de Français en 2050 à 73 millions. Tout, ça fait quand même 20% d'écart. C'est pas une chose, on dirait, si on se met à faire de la planification là-dessus. Donc c'est très difficile à prévoir, et comme c'est difficile pour la population, vous vous rendez compte que pour les migrations, c'est encore plus difficile. Ici, et ça sera ma dernière image sur ce sujet, je pense
combien de temps Bon, oui, parce que je montrerai deux choses assez différentes. Mais juste pour dire, en plus, il s'y mêle de la politique. Et là, je vais vous montrer un exemple. J'ai regardé les projections faites pour la Chine et les États-Unis. Alors j'ai pris deux, 94 et 2010. J'aurais pu prendre depuis 2010, ça n'a pas beaucoup changé. Hein, mais, alors vous voyez, la projection de 1994, ça donnait en 2050 quand même 1,6 milliard de Chinois et seulement 350 millions d'Américains. Il y a de quoi pour les Américains être un peu inquiets quand même, parce que la Chine se développant, sans doute atteignant en 2050 le niveau de vie des Américains, il serait 1 à 5, c'est à peu près comme la France vis-à-vis de la Belgique. Donc les États-Unis seraient comme les Belges vis-à-vis des Français par rapport aux Chinois. Et donc là, quand même... donc je me demande, ça a dû peser, vous voyez, en 2010, on a dit, on va aller jusqu'en 2100. Bon, alors ça s'améliore, hein, vous voyez qu'en 2100, cette fois-là, la Chine tombe à cause de son enfant unique à peu près 950 millions. Et puis les États-Unis, en partie à cause de l'immigration, avec Trump, ça risque de ne pas marcher aussi bien, monte à près de 500 millions, 1 à 2, bon, c'est raisonnable, hein, bien sûr, il y a un peu plus de Chinois, mais bon. Donc, mais surtout, et c'est là que vous allez voir, c'est un tout petit point que je vais vous montrer, mais là c'est les prévisions, les projections moyennes. Mais il y a une projection haute et une projection basse. Hein, ce qui est raisonnable, c'est de dire que c'est pas très sûr ce qu'on est en train de faire, ce sont quand même des gens raisonnables, mais donc on va donner une limite haute et une limite basse. Alors, il faut dire qu'en matière de population, il y a des effets multiplicatifs. Vous l'avez vu pour le cas du Niger, donc ça va s'écarter. Vous allez voir que ça va s'écarter très vite. Et donc je vais vous montrer les limites hautes et basses de la projection 2010 pour la Chine et pour les États-Unis. Et vous verrez, il y a une toute petite chose qui se passe arrivée en 2095, 5 ans avant 2100. Hop. Alors vous voyez que l'éventail est énorme, c'est-à-dire que pour la Chine, l'éventail va de 650 millions à 1,8 milliard. Et puis pour les États-Unis, ça va de à peu près un peu plus de 300 millions à pratiquement 700 millions. Donc c'est dans les... Vous pouvez le consulter, hein, c'est très facile, sur le site des Nations Unies, sur la division de la population, tapez ça, puis vous aurez les chiffres que j'ai... vous ne trouverez pas ce graphique, hein, parce qu'il y a cette chose intéressante, regardez. Il n'est pas nécessaire que tous les pays évoluent selon la projection haute, ou selon la projection basse, ou selon la projection moyenne. Certains pays peuvent évoluer selon la projection haute, et d'autres selon la projection basse. Et si la Chine évolue selon la projection basse, et les États-Unis selon la projection haute, merveille, les États-Unis deviennent plus complets que la Chine. Là, si vous voulez, c'est du beau travail. Ça, politiquement, on s'entend. Hein, là, quand même. Et je vais dire une chose, je vous ai mis 2010, maintenant il y a 2015. Donc, j'ai pas eu le temps de refaire le graphique, mais j'ai regardé. Eh bien, c'est conservé sur 2015, ça continue. Donc, je me suis dit, il y a peut-être plus qu'un hasard heureux, si on peut le dire pour les Américains. Il y a peut-être quand même, après tout, le division de la population, c'est aux Nations Unies, sur la 2e avenue à New York, hein, c'est aux États-Unis, il ne faut quand même pas trop méchant avec ces Américains. Alors, donc, vous voyez, c'est la première difficulté, c'est cette difficulté des données. Donc c'est vraiment un problème, je trouve, énorme. Et là, c'est aussi un problème qui permet aux opinions les plus diverses de s'exprimer sans grande possibilité de critique. Et je dois dire que même d'ailleurs les chiffres que je vous ai montrés, par exemple au début, sont critiqués et sont critiquables d'une certaine manière. Bon, critiquables plus modestement, ils ne sont pas à remettre entièrement en cause, mais bon, on est vraiment dans un domaine très délicat du point de vue de la prévision, surtout de la prévision à long terme, et c'est la prévision à long terme qui compte en matière de migration. Alors c'est pas seulement le seul problème, c'est que qu'est-ce qu'on appelle migration? Là je ne vais pas vous faire un cours, je vais vous montrer un graphique très rapidement, mais j'ai simplement mis sur ce graphique, je vais vous l'expliquer, j'ai mis non pas la migration, mon siège, voilà, j'ai mis
non pas le nombre de migrants, parce qu'on migre, mais on migre pour combien de temps? Et j'ai mis quelles étaient, selon la durée de séjour, les entrées en France. Donc j'ai pris tout en haut, alors ce que vous avez en échelle, et j'ai été obligé de prendre une échelle qu'on appelle logarithmique, parce que vous voyez, et c'est des millions, en haut 100 millions. Alors bien sûr, il n'y a pas 100 millions de migrants en France, puis en bas, c'est presque rien, 50 000. Mais si vous voyez en haut, c'est des chiffres du tourisme, eh ben vous avez, pour les transits, c'est-à-dire pour une nuit, vous êtes à plus de 80 millions d'étrangers. Donc, puis vous allez maintenant vers le tourisme, au moins une semaine, vous descendez, vous êtes déjà encore un peu au-dessus de 10 millions, puis les visas de 3 mois, là on a le chiffre, vous êtes, vous voyez, j'ai mis la durée de séjour, vous la voyez en bas, hein, c'est durée de séjour en jours. Hein. Donc vous voyez, quand on arrive à 3 mois, hein, c'est entre 50 et 100 jours, 90 jours, vous voyez que là on est à peu près, c'est un peu entre 2 et 3 millions selon les années. Puis les permis saisonniers, ça diminue encore, et puis les cartes de séjour d'1 an, alors là on tombe dans les 250 000, et puis les séjours plus grands de 5 ans, bah, les estimations donc tombent un peu au-dessous de 100 000 personnes. Quelle est la migration là-dedans? Quel est le nombre de migrants? Difficile à dire, et c'est quelque chose, je vais prononcer un mot, ne vous évanouissez pas, vous êtes face à un phénomène qu'on appelle fractal. Vous avez sans doute connu l'idée de la longueur de la côte de Bretagne. Alors, vous savez que ce terme-là n'a aucun sens. C'est ce que montre la question. Parce que ça dépend de l'instrument de mesure. Si vous prenez une carte à échelle très large du monde, puis vous prenez votre règle, et puis vous cherchez à calculer, vous trouvez que la côte de Bretagne, ça fait à peu près 500 km. Puis vous dites, oh, je vais vérifier avec une carte de France. Alors là, vous montez, là, vous arrivez, c'est plutôt 2000 km. Puis vous prenez une carte de Bretagne, à l'état-major. Là, vous arrivez, c'est cette fois-là 8000 km. Et puis vous dites, bah non, je vais vérifier, puisqu'il y a toutes... Et vous marchez le long de la côte. Et bien, si vous marchez, ça vous prendra à peu près 100 000 km. Hein, donc ça prendra du temps. Puis supposez que vous soyez une fourmi, et puis que vous... Et alors là, vous allez être obligé de tourner autour des grains de sable, etc. Là, la longueur de la côte de Bretagne, ça sera de l'ordre de 500 millions de kilomètres, 500 000 km ou 1 million de... Comment on dit, ça dépend de l'instrument de mesure. Là, c'est exactement la même chose. Le nombre de migrants dépend de la durée de leur séjour dans le pays considéré. Et donc, en parler comme ça, en général, c'est quelque chose de tout à fait abstrait. Le solde, vous remarquerez que la question n'est pas sur le solde, la question c'est sur le nombre d'entrées. Mais Dieu sait si on considère presque toujours cette question du nombre d'entrées. Voilà donc un autre problème, vous voyez, de quelle échelle de durée de séjour on va saisir. Et d'ailleurs, les statistiques internationales posent vraiment ce problème, parce que vous avez des pays qui utilisent des registres de population, et donc c'est plus fin comme mesure de la migration que les pays qui utilisent des recensements, ou que les pays qui utilisent des statistiques administratives. Alors, autre point par lequel, presque, je ne vais pas finir, mais presque, il y a un type de migration qui est de plus en plus souvent évoqué, qui sont les migrations climatiques. Donc, et vous avez entendu parler de terme de réfugiés climatiques. Le terme est impropre. Le terme propre devrait être déplacé climatique. Parce que réfugiés climatiques, ça fait référence à la Convention de Genève des réfugiés. Et il y a là-dedans à nouveau, je dirais, une manœuvre politique qui peut être légitime, mais qui est politique. C'est-à-dire à la rencontre en 2004 à Copenhague, c'est la déléguée du Bangladesh à utiliser ce terme et demander qu'on utilise le terme de réfugiés climatiques, parce que, dit-elle, et là elle n'avait pas tort, les émissions de CO2, c'est le fait des pays développés, donc c'est eux qui sont responsables de l'exil des migrants du climat. Assez curieusement, les pays développés en question, les coupables, n'ont pas protesté. Ils n'ont pas protesté, et à mon avis, et c'est un avis qui est, j'en ai parlé avec plusieurs spécialistes de cette question, ils n'ont pas protesté parce qu'ils se sont dit, c'est un moyen de remettre en cause la Convention de Genève.
on va y ajouter tout ce paquet de réfugiés climatiques, et donc on va dire c'est pas gérable, et voilà. Donc, alors c'est d'autant plus faux que, là, vous savez que pour les questions de réfugiés, le HCR, le Haut Commissariat réfugiés, distingue bien les réfugiés et les déplacés. Les réfugiés, c'est dans le pays autre que le leur, et les déplacés, c'est dans le même pays. Il faut savoir les chiffres, c'est un peu, j'ai plus le chiffre le plus récent, mais c'est de l'ordre de 25 millions de réfugiés politiques et de 65 millions de déplacés, notamment en Syrie. Il y a beaucoup plus de déplacés à l'intérieur du territoire syrien que de réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Europe maintenant. Donc, or, la migration climatique, ça sera des problèmes posés, ne sera pas un problème, ou très peu un problème de migration internationale. Ce sera un problème de migration locale qui risque d'être absolument dramatique, mais ça sera localement, parce que, et ben, on retrouve des choses que je vous ai dites au début, ça sera en grande partie des agriculteurs assez pauvres et pas du tout des diplômés qui seront victimes du réchauffement climatique, où ça sera des pauvres dans les quartiers les plus pauvres des grandes villes du Sud. C'est ça, et ces personnes-là ne se déplaceront pas très loin. On a beaucoup d'exemples de la manière dont, justement, par exemple, dans le delta du Mékong, les Vietnamiens qui sont chassés de leurs terres par les inondations de plus en plus fortes, ben, ils vont sur la colline suivante, ils ne vont pas beaucoup plus loin. Et même au Bangladesh, on a beaucoup d'études où il y a très peu de migration lointaine, même alors que les communautés bengalis en Angleterre, pratiquement les migrants climatiques n'atteignent pas cette communauté. Donc ils déstabilisent aussi le pays, c'est un autre problème. Donc il y aura des problèmes soulevés par le réchauffement climatique. Ça ne sera pas des problèmes de migration internationale, vraisemblablement, ce sera des problèmes de stabilité, des problèmes de politique pour un certain nombre de pays qui seront, tels qu'on voit les chiffres, inévitablement atteints. Je vais vous donner deux exemples de ça. Voilà, c'est la population de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina. C'est très intéressant parce que vous voyez que cette population baissait. La Nouvelle-Orléans, c'était fini, sa splendeur, c'était paupérisé. Et vous voyez qu'il y a l'ouragan Katrina, donc la population vraiment se vide. Et puis vous voyez comme elle reprend malgré la situation de la Nouvelle-Orléans. Et si vous faites au fond le prolongement, regardez, vous arrivez au fond, bon, c'est hypothétique, hein, c'est comme toutes les Nations Unies, ma petite truc pour pointiller, mais quand même, c'est pas illogique. Autrement dit, bon, c'est peut-être au fond tous ceux qui pouvaient, alors c'est pas les mêmes hein, qui sont revenus. Il y a par exemple, il y avait très peu d'hispaniques, il y a maintenant un certain nombre d'hispaniques parce qu'ils sont venus pour la reconstruction, enfin, il y a toute une histoire en détail pour Nouvelle-Orléans, mais le résultat est sans doute pas, malgré cet énorme événement climatique, bah, au fond, on revient sur la ligne, sur la tendance. Et au fond, je vais revenir sur le Niger, qui est la victime préférée actuellement. Et vous voyez que, regardez, pour le Niger, bah, au fond, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu cette fluctuation, mais si on voit bien que le raccordement se fait relativement bien. Alors, je ne connais pas du tout, et peut-être on pourra nous en parler, mais je pense que des personnes qui ont été chassées par la sécheresse des années début 80 sont revenus. Alors je crois, j'avais connu un chercheur algérien qui travaillait sur ces questions, qui est Ali Ben Saad, m'avait dit que c'était urbanisé, qu'il y avait eu donc c'est pas les mêmes, c'est pas du tout le même retour, c'est plutôt ils ne sont pas revenus sur leur terre, mais ils sont revenus dans leur pays. Il faut entrer dans le détail, mais c'est pour dire que la migration climatique sont le problème. Puis je vais terminer, ça finit, mais ça c'est trop rapide, mais par une idée qui quand même qui mériterait, j'ai hésité, mais qui aurait mérité une conférence entière, c'est que l'autre problème politique, c'est la résistance des pays de l'Amérique du Nord et de l'Europe à accueillir des migrations. Et cette résistance, il ne faut pas croire, elle va être de plus en plus compliquée à gérer pour une raison que je vais vous montrer avec quelques cartes rapides, mais la raison est la suivante, c'est que, comme vous le savez, les partis extrémistes sont en progression, et je range dans les partis extrémistes les électeurs de Trump, mais en même temps,
ces partis extrémistes réussissent là où il n'y a pas d'immigrés. C'est ça le point absolument central et quelquefois, dans un premier temps, paradoxal. C'est pas du tout la présence des immigrés qui conduit au rejet des immigrés, c'est au fond leur absence. C'est le fait, mais ils sont ailleurs dans le pays, c'est ça. Et je vais vous montrer quelques exemples j'ai appelé ça populisme et immigration parce que c'est le problème et que c'est dans la tête des Européens de plus en plus et surtout des Européens plutôt un peu pauvres. C'est ça qui est en train. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de pauvres, y compris en Europe, et qu'ils ont un bulletin de vote tous. Et donc ils pèsent de plus en plus sur vous avez bien vu dans les années récentes, sur ces politiques. Mais je vais vous montrer à quel point il y a un écart entre la présence de l'immigration et le sentiment anti-immigration. Voilà les dernières élections allemandes de 2017, c'est par circonscription électorale en Allemagne, c'est l'AfD, c'est Allianz für Deutschland, c'est le parti de... Alors, l'extrême droite, c'est compliqué, les extrêmes droites ne sont pas toutes pareilles, hein, mais c'est clairement, vous voyez, c'est l'Allemagne de l'Est, et puis, vous voyez, les trous blancs, c'est les grandes villes. C'est des zones un peu rurales, et regardez où sont les étrangers en Allemagne, la proportion d'étrangers par Kreis, par grand canton, si vous voulez. Vous voyez que les deux cartes sont inverses l'une de l'autre, à un point extraordinaire. Et là où il y a des taches sombres, c'est des zones urbaines, et vous voyez qu'elles sont beaucoup plus claires, ces taches-là, sur la carte de l'AfD. Il n'y a pas du tout... Vous voyez, on a été raconté les événements de, je ne sais plus où c'était Cologne, ou ces Cologne, avaient effrayé, mais pas du tout, ça a effrayé les gens qui étaient à 500 km de Cologne, c'est pas les gens de Cologne qui ont été, soi-disant, effrayés. Alors, est-ce que c'est l'Allemagne particulière? Regardez le Brexit. Voilà, plus c'est rouge, plus on a voté pour sortir de... Alors, c'est pas de l'extrême droite, hein, là c'est du... Bon, enfin, c'est compliqué l'Angleterre. Hein, c'est parce que l'extrême droite, il y avait un parti UKIP qui était vraiment l'extrême droite, mais qui n'a pas bien réussi. Par contre, l'extrême droite a au fond souvent été à l'intérieur du parti conservateur, notamment Enoch Powell, qui était un député d'extrême droite, était un député conservateur. Donc, c'est un parti conservateur qui tient au fond un spectre qui est très large et peut-être justement évite aussi que l'extrême droite se singularise. Et si vous prenez maintenant la proportion d'étrangers, vous voyez qu'à nouveau, c'est presque inverse. Il faudrait regarder, vous voyez dans le détail, mais c'est d'ailleurs, les taches bleues, elles sont marquées ici, il y en a une qui manque, mais vous voyez, c'est là où le Brexit a eu moins de succès, c'est Londres et le Grand Londres. Alors, il y a une seule paroisse de Londres où il a eu du succès, c'est Westminster. Hein, bon. Et puis vous voyez les taches bleues, les taches bleues, c'est, il y en a une qui est marquée Oxford, et celle qui est un peu au-dessus d'Oxford, ils n'ont pas mis le nom, et on le connaît aussi, c'est Cambridge. Donc, il y en a d'autres, sur ces grandes universités. On retombe sur cette question d'ailleurs de l'éducation en lien avec l'immigration. Alors, qu'en est-il des États-Unis? Voilà le vote en faveur de Trump. Vous voyez, c'est ce paquet sur alors, les cartes déforment toujours, elles donnent trop d'importance aux surfaces et pas assez aux populations. Enfin, vous voyez, les zones où Trump n'a pas eu de succès, c'est la côte est, la côte ouest, un peu la vallée du Mississippi, le bas aussi du Texas et de la Floride. Et où sont les personnes nées à l'étranger aux États-Unis? Vous voyez que c'est la carte inverse. Là aussi, c'est vraiment, disons-le, c'est les ploucs du Nebraska qui n'ont pas vu un étranger, qui en ont peur. Quand même, et la France. Alors, voilà. Alors là, la France, je vais donner... j'ai traité au niveau des communes françaises, 35 600 communes, donc là, et puis je fais un lissage, donc vous voyez la carte de l'élection, la carte
suffrage obtenu par Marine Le Pen à la dernière présidentielle au premier tour. Vous voyez, c'est une carte très typée, hein. On va de moins de 10% à plus de 40%. Et c'est une carte qui est, contrairement à souvent ce que si vous avez lu là-dessus et tout, qui est difficile à expliquer, qui a plusieurs composantes. C'est pas les campagnes contre, vous voyez bien que c'est pas les campagnes contre les villes, par exemple contre les métropoles. Vous avez des zones de campagne entières dans le nord-est, ou bien au-delà de Marseille ou dans le Var, qui votent pour le Front National, et vous en avez d'autres en Bretagne qui ne votent pas pour le Front National. Chaque fois, quand on voit les grandes agglomérations, enfin bon, je ne vais pas commenter plus, vous voyez que c'est pas une carte simple. Et où sont les immigrés? Eh bien voilà. Alors vous dites que c'est pas si différent. Hein. Mais je vais les mettre enfin, vous voyez, c'est quand même... alors c'est pas si différent en termes de zones rurales. Mais regardez, ça s'inverse exactement pour les zones urbaines. Plus, vous voyez que plus une zone est urbaine, plus il y a d'immigrés et moins il y a de vote du Front National. Et je vais terminer, parce que je suis au bout de mon temps, par une dernière carte. Je vais vous montrer dans la région parisienne, dans l'Île-de-France. Alors oui, je vais passer là-dessus, hein, c'est pour moi. Et là, je vous ai mis d'un côté la proportion d'immigrés. Donc plus c'est, oui, j'aurais dû le dire, plus c'est fond, plus c'est rouge, plus c'est important. C'est le codage habituel que vous voyez pour les cartes météo, etc., ou pour les trucs, les scanners du cerveau. Hein, et puis, de l'autre côté, j'ai mis les votes en faveur du FN. Là, j'ai pas fait de lissage, j'ai mis commune par commune. Regardez. Vous voyez que les cartes sont inverses l'une de l'autre, pratiquement. Il y a une petite nuance qui est liée à des effets de revenus, mais sinon, elles sont inverses l'une de l'autre. On dit la règle au fond, qui n'est pas vérifiée comme dans les autres pays en France, des régions sans immigrés qui votent FN, c'est une règle à une échelle un peu plus fine. On peut dire, c'est dans les grandes zones, quand on prend une grande zone entourant une grande ville, la règle est moins il y a d'immigrés, plus on vote pour le Front National. Et ça, c'est problématique, parce que dans ces zones, au fond, qu'on a appelé maintenant d'un mauvais mot périphérique, dans la plupart des pays, et en France, il y a au fond une opinion qui se construit indépendamment de la réalité. Et j'ai peur que cette opinion se construise justement pour le mécanisme que je vous ai montré au début, et c'est juste une hypothèse, et du fait que la migration est beaucoup plus, au fond, éduquée, eh bien à ce moment-là, elle est perçue, c'est la vieille idée de la peur de la concurrence, elle est perçue cette fois-ci comme une vraie concurrence, et pas comme, au fond, la concurrence était relativement faible, et c'était un argument des années 80, on disait, mais les immigrés, la phrase en France c'était, les immigrés emploient, les immigrés, comment dire, prennent des emplois dont les Français ne veulent pas. Vous avez entendu ce genre de phrase. Mais c'est plus vrai, ils peuvent prendre maintenant tous les emplois. Et donc, les Français qui sont dans des, au fond, dans des zones pas très dynamiques, qui ne sont pas très éduquées, sont pris de peur. Ils sont pris de peur aussi parce que y a un relâchement des protections que donnaient les différentes sphères dans lesquelles ils étaient inscrits, et particulièrement la sphère étatique. Le résultat, et sans doute, c'est aussi le résultat du libéralisme. Et je crois qu'il faut vraiment lier, d'un côté, on vous dit libéralisme, c'est formidable, c'est l'ouverture et tout ça, et sans doute, le contrepoids ou le contrepartie du libéralisme, c'est comme on a, au fond, une perte de protection, c'est le nationalisme. Et donc, vous voyez que cette question, sans doute, s'inscrit dans un panorama qui est beaucoup plus large, mais là, j'aurais besoin de beaucoup plus de temps, et je pense qu'il fallait que je parle d'abord des migrations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour votre conférence inaugurale. La parole est à la salle. Alors, s'il vous plaît, non pas des commentaires, puisque nous avons pris un peu de retard et nous avons une pause café qui nous attend, mais plutôt des questions assez précises et concises. Allez-y. Si vous voulez la porte, vous pouvez le faire comme ça, sinon il y a un micro qui peut circuler. Vous qui sont restés. Donc, j'ai le plaisir de commencer par présenter l'enquête que nous avons menée au sein du laboratoire d'études politiques
des sciences humaines et sociales de l'Université internationale de Rabat, co-dirigée par le professeur Jean-Noël Ferrier et moi-même, sur la nouvelle politique migratoire au Maroc. Cette enquête s'articule autour d'une première enquête plus statistique, celle-ci, qui avait été menée lors de l'opération de régularisation. Nous avons eu la chance de pouvoir avoir accès à travers un échantillon maître de qualité, c'est-à-dire les personnes qui déposaient des demandes de régularisation et qui obtenaient leur régularisation, d'interroger 1400 personnes, et on a focalisé sur les populations originaires des pays d'Afrique subsaharienne pour comprendre qui sont ces migrants qui s'installent et qui prennent place parmi nous. Dans la suite, nous avons décidé de continuer à mener une enquête plus sur cette nouvelle politique migratoire, c'est-à-dire comment elle s'articule à travers les questions de l'approche du droit au Maroc, quel type de gouvernance, à quel type de gouvernance elle fait appel, quels sont ses ressorts et comment elle est perçue ou reçue par la population. À cette enquête ont participé différents chercheurs et chercheuses, notamment Sarah Bouzou, par exemple, qui est ici parmi nous, qui présentera demain sur la question de la diplomatie marocaine liée aussi à cette politique migratoire et aussi sur la question de la régularisation. Sadia Aradi, on écoutera aussi demain, qui est allé chercher sur les questions de perception, une anthropologue, travailler plus proche des populations marocaines qui vivent avec les migrants subsahariens et leur demander, pour essayer de comprendre quels sont les imaginaires ou les perceptions qu'on peut avoir de manière qualitative. Aussi Nusra Boulavi, qui a travaillé avec Jean-Noël Ferrier aussi sur cette manière nouvelle pour le Maroc d'établir une sorte de soft power, au moins au niveau régional, sur cette question de gouvernance migratoire, et d'autres chercheurs que vous découvrirez dans le livre qu'il a pas tardé à sortir. Alors, c'est le moment de remercier nos partenaires, ceux qui ont financé cette enquête et ceux qui ont financé ces rencontres, à savoir la Konrad Adenauer Stiftung, c'est la fondation allemande Konrad Adenauer, qui est une fondation qui dépend à la fois de la diplomatie allemande, mais aussi d'un parti politique allemand, la CDU, la CDAO. Et je tiens à dire ici à quel point ils nous ont laissé travailler en toute indépendance, sans essayer d'une manière ou d'une autre d'influencer les résultats ou de dire qu'il serait plus judicieux de réfléchir là-dessus, ou plutôt de penser. Nous avons formulé nos propres problématiques, nos propres hypothèses, nos propres dispositifs de recherche, et nous fournissons les travaux. Vous avez le premier échantillon qui est à disposition sur un livre que nous distribuons gratuitement grâce à la classe, et viendra le deuxième très bientôt. Alors moi, ma présentation elle va être assez rapide, parce que ça ne sert à rien d'être un peu trop long, puis une bonne partie d'entre vous me connaissent déjà, puisque vous faites partie, vous assistez à mes cours. Ici, l'idée, c'est de dire à quel point les migrations africaines, les migrations africaines en général, du nord au du sud du Sahara, ont été impactées par l'espace Schengen et la diminution des visas de l'Union européenne. Ce n'est pas le seul effet, mais ça a participé à deux choses. Premièrement, à augmenter les migrations sud-sud, pour d'autres raisons que aussi, mais je ne peux pas les développer maintenant, je vais essayer d'être court. Et ça a augmenté d'autres manières de migrer, ça a été bien montré par Hervé Lebras, c'est-à-dire qu'il y a des candidats à l'immigration qui ont plus de chances que d'autres, même quand ils sont issus du Niger ou du Maroc, de migrer, c'est-à-dire ceux qui sont diplômés, ceux qui ont déjà un membre de leur famille de l'autre côté de la Méditerranée, etc. Et donc ça a changé la manière de circuler. Pour le dire très clair, dans le cas européen d'anciens pays d'immigration comme par exemple la France, le regroupement familial est devenu une des entrées de migration longue durée les plus importantes. Or, on sait bien que derrière le regroupement familial, il y a aussi des formes de migration, de travail ou économique. La migration des étudiants, ça a bien été montré aussi, est une des formes pour permettre de mobiliser la force de travail, mais ici, c'est bien sûr la force de travail plutôt diplômée,
qu'on va mobiliser. Et ça va avoir un impact aussi sur les sociétés d'origine, pas simplement sur les sociétés de destination, mais aussi sur les sociétés d'origine qui vont être en réalité beaucoup plus connectées les unes avec les autres, parce que ces populations qui créent ce qui a été dit tout à l'heure, une sorte de mondialisation migratoire, de planète migratoire qui travaille aussi, qui a à voir aussi avec la mondialisation, avec la globalisation, va rapprocher les espaces et donc notamment parce que les personnes qui bougent sont aussi plus diplômées et ont plus la possibilité de circuler entre les deux rives, mais aussi de transmettre des images, de transmettre des idées et donc de donner l'envie en tout cas à la population de migrer. L'autre point, le premier que je vous ai dit, la migration sud-sud, elle est aussi impactée par cette politique de visa, parce que des personnes qui, notamment on parlait de l'Afrique francophone, auraient eu tendance à aller vers l'ancienne métropole colonisatrice, c'est-à-dire la France actuelle, ils ne pourront plus s'y destiner, mais étant toujours aussi dans l'idée d'aller chercher ailleurs ce qu'elles n'ont pas chez elles, vont multiplier leurs lieux de destination. Les Marocains, nous savons bien, ont multiplié leurs lieux de destination en Europe, mais lorsque l'Europe leur a été difficile d'accès, ils ont multiplié aussi leurs lieux de destination ailleurs dans le monde, au Moyen et Proche-Orient, en Asie et en Amérique. Et de plus en plus d'ailleurs sur le continent africain aussi. Et c'est le cas, si c'est le cas du Maroc, c'est aussi le cas bien sûr du Sénégal et de plein d'autres pays qui vont diversifier leur destination et qui vont cibler, même si de manière quantitative c'est en nombre moins important si on le prend pays par pays, mais lorsqu'on le met à l'échelle régionale continentale, ça devient pratiquement plus de la moitié des migrants africains en général, du Nord et du Sud, migrent à l'intérieur du continent africain. Et lorsque on le prend par rapport à l'Afrique subsaharienne, c'est plus que la moitié, c'est les 2/3 qui migrent à l'intérieur du continent. Là-dessus arrive la question du Maroc. Et là on arrive au troisième impact dont je voudrais parler, c'est-à-dire que le fait que le Maroc soit un pays de départ et un pays de départ qui se destinait essentiellement vers l'Europe a empêché de voir une partie des migrants qui s'installaient sur son sol, ici pour être plus clair de migrants du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et beaucoup aussi des pays d'Afrique subsaharienne, étaient des migrants qui avaient quelque part choisi ce pays. Si ce n'est un choix définitif, si ce n'est un choix sûr et certain, en tout cas qui essayaient de tenter leur chance. Il ne s'agissait pas que de migrants qui se destinaient directement à essayer de passer les grillages de Sebsa et Melilla, des prisons occupées de Sebsa et Melilla. C'est des gens qui lorsqu'on regarde bien, qui se dirigeaient directement vers les grands centres urbains, notamment deux centres principaux, Casablanca et Rabat. Et Rabat bien en tête. Donc les gens ne viennent pas à Rabat pour passer en Espagne, c'est plus compliqué. On est un peu plus loin, ils viennent à Rabat parce qu'ils viennent essayer de s'insérer sur le marché de l'emploi d'une ville dynamique, et Casablanca pareil, d'une ville dynamique et cosmopolite. Pour autant, le Maroc a mis beaucoup de temps à concevoir qu'il était devenu un pays d'immigration. Et s'il a mis du temps à le concevoir, c'est pour la raison que je vous ai dit, c'est un pays d'immigration, mais aussi parce que une grande partie mais aussi parce que la gouvernance migratoire européenne aujourd'hui, et depuis quelques années, est obsédée par la question des flux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut parler vraiment de gouvernance dans ce cas précis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Europe ouvre une zone de liberté de circulation à l'intérieur du continent, elle se préoccupe tout de suite de la question de ce qu'on appelle les frontières extérieures. Or, les frontières extérieures, ce ne sont pas des frontières européennes, mais ce sont des frontières d'États nationaux. Donc l'Europe n'est pas une Europe fédérale, et donc il n'y a pas une seule frontière, mais il y a comme ça un discours, il y a comme ça une volonté d'unifier et d'avoir une politique communautaire. Des agences comme Frontex, l'acronyme de Frontex, frontières extérieures, vont commencer à produire des rapports et des effets sur l'idée qu'il faille protéger les frontières extérieures et qu'il faille substituer d'une certaine manière une seule frontière, ici européenne, là où il y en avait autant que d'États nationaux. Et donc, puisqu'on n'y arrive pas, puisque l'Espagne, la France, l'Italie, n'importe quel autre pays membre de l'Union européenne garde jalousement sa souveraineté sur la question de ses frontières, ils veulent bien avoir quelques agents qui viennent regarder ce qu'ils font, mais les Espagnols sont chez eux, sont maîtres chez eux, n'ont pas envie que Bruxelles ou qui que ce soit même leur expliquer comment gérer leurs frontières. Et c'est pareil pour tous les autres pays membres de l'Union européenne, puisqu'il est très difficile d'obtenir un vrai contrôle
des flux de manière communautaire, à ce moment-là, on va, pour limiter dans cette optique un petit peu militaire, d'endiguement, le terme est utilisé par les politiques, pour limiter les flux, on va demander aux pays limitrophes de participer à stopper les flux. Et donc voici un autre effet collatéral, le nombre de migrants dans les pays limitrophes de l'Union européenne, Turquie, l'Afrique du Nord, etc., Ukraine aussi d'ailleurs, augmente mathématiquement, puisqu'ils ont de plus en plus de mal à passer de l'autre côté. Entre ceux qui voulaient tenter leur chance dans des pays qui fonctionnaient un peu mieux, ou qui pouvaient peut-être leur offrir asile ou un peu plus de choses qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas trouver chez eux, se rajoutent ceux qui n'arrivent plus à circuler. Et donc le Maroc a été mobilisé dès 2003 pour pouvoir participer à ces contrôles de frontières extérieures. À ce moment-là, en 2003, le Maroc ne peut pas voir, puisqu'il est mobilisé par cette optique de frontière, qu'il est un pays d'installation. Et donc les forces de police, les politiques en général publiques, si on peut parler de politique publique, vont se focaliser sur la question de gestion de crise, de problèmes humanitaires, de gestion de circulation, d'entrée, de sortie du territoire, et surtout de sortie du territoire, et non pas de questions de droits des migrants, non pas de questions d'intégration, ou un ensemble de questions que l'on se pose à partir du moment où on se conçoit comme un pays d'immigration. Ce qui est intéressant dans le cas marocain, c'est ce que moi j'ai essayé de prouver à travers mon enquête, c'est que malgré tout, il y avait dans une partie de la population marocaine, toutes catégories confondues, une certaine sympathie pour ces mouvements de population, et une sympathie qui venait du fait que le Maroc sait ce que c'est l'exil. Le Maroc sait ce que c'est le code de l'indigénat, déjà, premièrement. Donc on a déjà quand même, dans un rapport post-colonial, une façon de concevoir le rapport avec le Nord qui est particulier, et certaines blessures ne sont toujours pas complètement cicatrisées. Mais il y a aussi la connaissance de ce que j'appelle la mémoire de l'exil. L'idée que, comme on dit en Darija, l'idée que l'exil c'est dur, que lorsqu'on n'est pas chez soi, etc., ben, on peine à exister pleinement. Et donc il y avait des mouvements de solidarité. Ce pouvaient être des populations les plus pauvres qui voyaient passer ces migrants, qui leur donnaient les quelques réserves de dates qui leur restaient. Mais ça pouvait être aussi des militants de droits de l'homme qui n'ont pas oublié d'inscrire dans leur agenda la question des étrangers sur le sol, sur leur sol, au Maroc. Et donc, malgré le fait que les autorités marocaines étaient obsédées par cette frontière du Nord, notamment sous pression des pays membres de l'Union européenne, une autre partie de la population savait que ces populations s'installaient, prenaient place, en tout cas nécessitaient une forme d'hospitalité, nécessitaient une forme d'accueil. Et donc il y a eu des rapports, il y a eu des recherches, il y a eu des témoignages, il y a eu des présences à la télévision, il y a eu des manifestations, il y a eu des pétitions, etc., etc., qui ont participé, que ce soit de l'échelle la plus locale ou l'échelle la plus nationale au Royaume du Maroc, de rendre compte de cette réalité-là, de cette présence-là, dans certains quartiers, dans certaines zones, et de dire que maintenant que les gens sont parmi nous, il faudrait penser les choses différemment, et pas simplement en termes de flux et de frontières, et qu'il faudrait faire de la gouvernance migratoire enfin. Et en 2013, la décision est prise après un rapport qui est donné par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, un rapport qui est donné au chef de l'État, au roi du Maroc, un rapport qui fait la lumière sur la réalité, mais qui ne nous cache en aucune manière les dérives que la politique de sécurité des contrôles migratoires ont pu entraîner sur le sol marocain. Et donc il est pris la décision de changer radicalement. Et à ce moment-là, si on change radicalement, ça veut dire que ce qu'on faisait avant n'allait pas. Et rajouter dans le communiqué du cabinet royal pour une politique plus humaine. Et c'est le début donc d'une politique qui n'y aura pas plus humaine. Et à ce moment-là, il y a tout à inventer, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'on passe d'un pays qui a mis en place des procédures pour empêcher les gens de sortir, qui a, de manière législative, inventé même le délit d'émigration clandestine, avec des peines de prison, etc., avec un corps sécuritaire qui est dédié à ces gestions-là, à un pays qui dit ben maintenant on va régulariser les gens et on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir les intégrer. Alors j'en arrive à ma conclusion, évidemment j'essaie de vous mettre en appétit, les restes de la conclusion seront dans le livre et dans l'enquête, et je vous invite, et j'espère que vous la lirez plus tard. Mais là j'en arrive à ma conclusion ici, c'est que
Cette mémoire de l'exil dont je parle a été mobilisée aussi pour rappeler que le Maroc, en étant un pays d'émigration, ne peut pas faire une politique d'immigration de la même manière que des pays d'immigration classique. C'est-à-dire que, de manière très claire, d'abord, une grande partie de personnes qui ont participé à cette nouvelle politique sont eux-mêmes des Marocains qui ont connu l'exil. Certains même l'exil au sens politique, qui étaient réfugiés en France et qui sont revenus au moment du changement de pratique dans les années fin 90 et 2000, sont des gens qui sont allés vivre en France, qui ont étudié, ou sont même des Marocains, comme on dit, de la diaspora, qui sont nés ou qui ont grandi à l'étranger, et qui sont revenus dans leur pays, ou qui ont gardé un lien avec le pays d'origine de leurs parents. Et ces personnes-là ont bien conscience qu'on ne peut pas faire la même politique ici que la politique qui peut se mener dans un pays où on allait mobiliser la main-d'œuvre pour l'installer et les faire travailler dans certains secteurs de l'économie. Donc déjà, premièrement, les acteurs de cette politique ne sont pas n'importe qui. Deuxième élément, le Maroc a une diplomatie africaine. Et ce sera la transition avec la présentation suivante, je suppose. Et dans cette diplomatie africaine, évidemment, si le Maroc veut avoir une présence en Afrique, veut avoir des liens avec l'Afrique, il faut que l'Afrique aussi soit au Maroc. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et que si le Maroc aujourd'hui veut adhérer, par exemple, à la zone de liberté de circulation et de liberté des échanges qu'est la CEDEAO, eh bien, il faut de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, eh bien, il faut avoir d'autres types de pratiques avec les populations, notamment, qui sont issues de ces pays-là. Et le dernier point, c'est de dire que, malgré tout, le Maroc ne peut pas non plus être dans une impasse où il accueillerait, et en accueillant de cette manière-là, il faut bien le dire, même si c'est de manière plus humaine, il rend service au but premier de l'Europe, qui était de stopper et d'endiguer les mouvements vers ses frontières, mais il ne peut pas non plus avoir une politique d'endiguement, même si elle est plus humanitaire et plus humaniste, ad vitam aeternam. Ça ne peut pas devenir, par défaut, un pays où les gens se fracassent contre les murs et qu'ensuite le Maroc essaie de soigner, tant bien que mal, parce qu'il y a des gens qui défendent les migrants et que le Maroc aussi est en train de se renforcer dans l'état de droit et parce qu'il a des intérêts avec les autres pays africains. Ça ne fonctionnera pas longtemps. Et donc il y a l'idée de pouvoir permettre plus de liberté de circulation. Et donc on est à la recherche de modèles, et c'est ça qui est très intéressant, puisque tout est à faire. On aura peut-être demain, ça n'est pas l'épreuve, mais c'est un souhait, peut-être demain des propositions intéressantes à faire aux Marocains et au monde, d'une autre manière de concevoir l'immigration et l'émigration, et de faire plutôt de la politique, de la gouvernance de mobilité, plutôt que de faire de la politique d'immigration. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais commencer avant tout par remercier la Fondation Adenauer. C'est un partenaire extrêmement agréable dans son accompagnement, puis par la grande liberté académique, que je ne dirais pas qui permet, mais qui promeut. Et je vais revenir sur des propos un peu plus pervers. En général, quand on fait de la science politique, c'est qu'on a l'esprit plus ou moins maturé. Il est difficile de s'intéresser à tout ce que le gouvernement est politique et de considérer que les choses vont de soi, de ne pas avoir un regard ironique sur le monde et sur ce que l'on pense. Et quand on fait des politiques publiques, bien évidemment, ce regard ironique est accru du fait que l'on constate que les politiques publiques ont un objectif qui est d'améliorer la situation d'une population et que, à l'intérieur de cet objectif, il y a toute une série de calculs, d'autres objectifs qui ne se donnent pas immédiatement pour ceux qui sont, mais qui sont extrêmement présents. Et on a en sciences politiques deux petits termes, deux petits mécanismes qui sont relativement intéressants. Le premier, c'est l'évitement du blâme, et le second, ce sont les politiques de légitimation. Alors l'évitement du blâme, c'est très simple, ça consiste pour un gouvernant à éviter de prendre une décision qui va lui retomber dessus électoralement d'une autre manière. L'un des classiques de l'évitement du blâme dans les pays européens, c'est de dire quand une mesure ne plaît pas, vous savez, nous on ne voulait pas le faire, mais c'est l'Europe, et on est obligé. Avant, il y a de cela une vingtaine ou une trentaine d'années,
une forme plus classique d'évitement du blâme était de dire, vous savez, ça marche mal, c'est l'informatique. Et l'autre mécanisme, un mécanisme de légitimation, est un mécanisme totalement contraire, qui consiste lui à faire une politique, non pas pour le but qu'elle se propose d'atteindre, mais pour les bienfaits en légitimation du gouvernant. Exemple de politique de légitimation, vous diminuez une taxe, non pas parce que c'est bon pour l'économie, mais parce que vous êtes dans une période électorale et que vous espérez engranger les bienfaits de cette diminution. En général, ça ne trompe pas totalement les électeurs qui se rendent bien compte de la proximité entre la date de la diminution d'une taxe et le moment des élections, mais un certain nombre peuvent finalement savoir gré au gouvernant et donc modifier quelque peu leur vote à cause de ça. Les politiques publiques, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement large, puisque toute activité gouvernementale, en quelque sorte, toute activité de l'État, de démembrement de l'État, pour être plus exact, est une politique publique. Parmi les politiques publiques, il y a la politique publique et la politique migratoire. Et il est vrai que dans cet ouvrage collectif, nous sommes donnés comme but de mieux comprendre ou de mieux expliquer la politique migratoire marocaine. Et il est vrai que d'une certaine manière, pour mieux comprendre et expliquer cette politique migratoire marocaine, il est tentant de le faire par rapport à la politique européenne. Il y a un décalage qui est quand même extrêmement intéressant. Parce que quand on regarde la politique européenne, et Hervé Lebras le rappelle dans sa conférence, l'idée principale, c'est quand même de résister le plus possible à la migration. Et pourquoi est-ce qu'on veut résister le plus possible à la migration? Parce qu'il y a des sanctions électorales ou la crainte de l'anticipation de sanctions électorales. Quand vous êtes un gouvernant européen, français, prenons un exemple, vous devez à la fois montrer que bien sûr vous êtes anti-humanisme, vous voulez lutter contre toute une série de choses, mais en même temps, vous voulez malgré tout qu'il n'y ait pas trop d'étrangers qui viennent chez vous, pas du tout parce que vous manquez de sympathie pour ces pauvres gens, mais parce que vous, voilà, comme l'avait dit un ancien Premier ministre français, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et il y a toute une série de variations qui apparaissent à partir de cette phrase. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'électoralement, il y a un risque. Et le risque électoral chez les gouvernants démocratiques est un risque extrêmement important, parce que c'est la crainte de perdre les élections. Alors ceci dit, c'est pas parce qu'on imagine qu'il y a un risque électoral dans une mesure que cette mesure va vraiment constituer un risque électoral. Et ce n'est pas parce qu'on prend une mesure qui va dans le sens des électeurs que les électeurs vont s'en rendre. Mais là aussi, on est dans un monde imparfait où finalement les stratèges des partis politiques, les stratèges qui entourent les candidats, ont un certain nombre d'anticipations et ces anticipations les amènent à faire un certain nombre de choix. Le plus souvent, des choix à la cuillère, c'est-à-dire des choix faits un peu grosso modo et de manière imprécise, mais ces choix-là ont des impacts sur la vie d'autrui. Les politiques migratoires, elles constituent, quand on regarde le fonctionnement de l'Europe, elles constituent évidemment quelque chose qui est extrêmement puissant et qui est extrêmement articulé aux intérêts des gouvernants, quels que soient les gouvernants. Donc vous avez deux types de politiques qui finalement se mêlent. Vous avez les politiques intérieures où on veut éviter que certains partis utilisent la question de la migration pour faire des voix au coup. Vous voulez également éviter vous-même de perdre des voix en prenant des mesures qui n'iraient pas à ce que vous estimez être une partie des attentes de la population. Et en même temps, vous avez au niveau européen les mêmes gouvernants qui se coalisent pour amener l'Europe à prendre un certain nombre de mesures allant dans le sens, non pas des intérêts de l'Europe comme puissance fédérale ou confédérale, mais allant contre les intérêts de chacun des États membres de l'Europe. Donc c'est deux fois finalement la même politique. Donc il est admis, si vous êtes un gouvernement européen, à l'exception à un moment donné de Mme Merkel, il faut bien quand même le... C'est pas parce que c'est la CDU qui nous finance que je le remarque. C'est quand même un exemple. On a même évité de trop le dire dans l'ouvrage, mais
Voilà, dans un article scientifique, à l'extérieur de l'ouvrage, je ne sais pas le dire, mais là c'était un peu gênant, sans sembler télécommandé, pourtant ça ne l'était pas. Il se trouve qu'effectivement, à part le cas de Mme Merkel, un gouvernant européen normal, un gouvernant européen français, par exemple, dire non, il ne faut pas qu'il y ait trop, il faut prendre des mesures, il faut fermer, il faut bloquer, on va avoir des usages, etc. Parce qu'on imagine d'emblée que c'est une politique qui va bien passer. Alors, par rapport à ça, le cas du Maroc est quand même assez extraordinaire, parce qu'on a un pays qui, à 2 reprises, enfin un pays, on ne va pas rentrer immédiatement dans les détails de qui a fait qui, mais il se trouve simplement qu'il y a un ensemble de gouvernants qui se sont mis en tête de faire une politique migratoire ouverte, c'est-à-dire d'utiliser un truc vraiment dont le simple fait de le prononcer en Europe hérisse tous les stratèges électoraux, une politique, je vais même retrouver le nom, quand on fait rentrer tout le monde, vous avez un absurde. Non, c'est pas régularisation. Voilà, le Maroc a décidé 2 fois d'affilée de faire une politique de régularisation. Il a fait cette première politique de régularisation l'année dernière, en 2016, donc ça tombait très bien, c'était la sortie de notre enquête sur les migrants subsahariens au Maroc, donc ça leur fait extrêmement plaisir. Et il a recommencé juste après, pardon, 2015, 2013, non, le réclame. Donc, le Maroc a lancé 2 politiques de régularisation successivement. Ces 2 politiques de régularisation sont des politiques qu'aucun acteur européen n'aurait mis en œuvre dans les mêmes circonstances et de cette manière. Donc c'est extrêmement intéressant de remarquer que finalement le type de politique que l'on a par rapport aux migrations dépend aussi du fonctionnement politique des pays, parce que ces politiques de migration ont été possibles pour des raisons précises. Premièrement, on en reparlera demain, et Mehdi a un peu présenté le sujet. Il y avait une raison de politique par rapport à la politique africaine du Maroc. Il est clair, il est extrêmement difficile de prétendre avoir une politique africaine, c'est-à-dire une politique destinée aux États de l'Afrique de l'Ouest, mais plus largement à l'ensemble des États africains, et en même temps d'avoir vis-à-vis des populations migrantes en provenance de ces États le même type de comportement que l'Europe. Si on veut avoir de la proximité et du soutien de ses voisins, on doit se comporter en bon voisin, c'est-à-dire avoir une politique décente par rapport aux populations migrantes. Mais évidemment, il y a un autre problème qui tient, enfin, un autre aspect de la question, qui tient à la structure politique du Maroc. Le fait que cette politique migratoire et ces 2 régularisations, celle de 2013 et celle de 2016, ces 2 politiques de régularisation ont été possibles parce que le débat politique au Maroc n'est pas, en quelque sorte, pris en otage par la question migratoire. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible? Ça tient effectivement au système politique marocain, qui fait que cette question étant préemptée par le souverain, dans un but clairement de diplomatie et donc de promotion de la position du Maroc dans la région, les acteurs politiques s'interdisent de surenchérir sur un choix qui a été fait. Donc, d'une certaine manière, la question de la migration n'est pas un objet de politique électorale. Alors, on peut le regretter, on peut regretter les raisons qui font que c'est comme ça, ou on peut entendre ces raisons. La question n'est pas là. La question est qu'il est quand même intéressant de noter un paradoxe, à savoir qu'une politique migratoire libérale vient du fait qu'elle peut échapper à l'emprise de l'anticipation des sanctions négatives du corps électoral. Si on reporte ce schéma sur l'Europe, ça veut donc dire que les gouvernants en Europe choisissent telle ou telle politique migratoire uniquement
parce qu'ils sentent qu'ils sont dépendants de l'élection. Mais quand on choisit une politique, une politique en étant uniquement dépendant de l'élection, parce qu'on est dépendant de l'élection, on choisit telle ou telle politique, ça s'appelle, en termes, excusez-moi, ça s'appelle en termes fleuris de la démagogie. On utilise une politique démagogique parce que précisément, on sait que cette politique, enfin on suppose que cette politique va avoir une fonction électorale. Parce que tout l'intérêt de l'affaire, c'est une particularité des jeux d'anticipation, c'est que l'on ne sait pas s'il va y avoir une sanction électorale ou pas. Quand vous décidez une politique publique, vous anticipez ce que va être une réaction, vous ne savez pas ce que va être la réaction, et de toute façon vous vous interdisez de le savoir, puisque vous préemptez un choix, vous anticipez un choix, et donc vous faites le choix qui, selon vous, va vous permettre d'échapper à la sanction que vous ne voulez pas. Pour résumer les choses très, très rapidement, la politique migratoire marocaine vous permet de comprendre comment fonctionnent d'une manière générale les politiques migratoires et bien sûr de manière générale les politiques publiques. Et de voir à quel point la relation que les gouvernants entretiennent avec l'opinion des gouvernés, opinion fantasmée ou pas, ce n'est pas la question, comment elle impacte directement le choix de la politique que l'on fait. C'est parce que précisément au Maroc, la migration n'est pas un objet de politique électorale qu'on peut avoir, c'est une conclusion sur laquelle il est intéressant de méditer, qu'on peut avoir une politique de type libéral, c'est-à-dire ouverte à la régularisation. Et le travail de Sarah Benjeloun, elle en parlera demain, a très bien montré finalement à quel point cette politique était liée à la décision royale, donc à la structure du fonctionnement du pouvoir au Maroc. Et cette structure du fonctionnement, c'est peut-être un paradoxe pour les Européens, présente ici un avantage plutôt qu'un inconvénient.